Donc je vous présente rapidement le professeur Guérin. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent peut-être déjà. Un ami qui m'avait recommandé de m'adresser à lui, qui est le professeur Gilles Berru à Nantes, m'avait dit « Essaye de l'appeler, mais je pense que tu n'arriveras pas à l'avoir parce qu'il il est tellement réputé, qu'il est tellement demandé que tu ne l'auras pas. Il t'enverra un membre de son équipe. » Et on a la chance de l'avoir, donc je le remercie vraiment beaucoup. Professeur, donc merci infiniment d'être avec nous, de venir échanger avec nous malgré votre emploi du temps auquel je faisais allusion à l'instant. Vos multiples fonctions, je vais en citer juste quelques-unes. Mes fonctions autour du soin, puisque vous êtes praticien hospitalier, PU, comme on dit, PH, pardon, praticien hospitalier en gériatrie au CHU de Nice, l'hôpital Cimier, et vous dirigez le pôle réhabilitation, autonomie, vieillissement depuis bientôt 10 ans. Fonction autour de la recherche et de la transmission, puisque vous êtes professeur d'université, PU, PH, est très impliqué dans la recherche en biologie moléculaire, par exemple, au sein de l'INCA, l'Institut de recherche de cancer et vieillissement de Nice, qui vous occupe beaucoup, dans lequel vous avez une place extrêmement importante. Et puis, des fonctions aussi autour de l'innovation, puisque vous êtes très fortement engagé depuis toujours dans l'utilisation des technologies numériques. Ce n'est pas le cas de tous les gériatres, c'est une nouvelle façon de faire de la médecine. La gériatrie, heureusement, fait des sauts créatifs, et ça a fait partie des moyens. Donc des technologies numériques au service de la santé. Vous avez par exemple créé des plateformes d'évaluation et d'expérimentation sur ces aspects-là. Vous nous en direz peut-être quelques mots tout à l'heure. Mais votre réputation dépasse cette belle région des Alpes-Maritimes et même de la Côte d'Azur, puisque vous êtes encore vice-président de la Société française de gériatrie et de gérontologie, qui réunit tous les gériatres de France pour réfléchir ensemble, travailler ensemble. Vous avez été appelé par le président de la République pour être membre du conseil scientifique autour de la Covid avec le professeur Delfrécy. Et vous êtes actuellement président du Conseil national professionnel de gériatrie. Vous êtes un médecin engagé, donc très engagé dans votre métier, très passionné par votre métier, mais vous êtes aussi un citoyen engagé puisque vous avez été adjoint au maire de cette belle ville de Nice en charge des questions de santé, d'autonomie et de prévention. C'est 3 thèmes sur lesquels vous allez sûrement nous dire beaucoup de choses tout à fait utiles, importantes dans un instant. Cette belle région, vraiment, quand on vient de Paris, ici, on n'a plus envie de repartir. Bon. Cette belle région a accueilli de nombreuses années un peintre que vous savez, c'est Matisse. Hein, et Matisse disait, j'ai envie de vous citer une maxime de Matisse que je trouve très belle, il dit « On ne peut pas s'empêcher de vieillir, mais on peut s'empêcher de devenir vieux ». Voilà, c'est un peu le programme de cette rencontre. Ça peut être aussi le programme de toute une vie à la retraite qui aujourd'hui, comme vous le savez, dure au moins 25 ans. L'espérance de vie elle était multipliée par 3 par rapport à 1968, par exemple. Donc aujourd'hui, on va tous vivre une 3e mi-temps de la vie. 3e mi-temps de la vie. Et le professeur, vous allez nous dire comment la vivre de façon heureuse et en bonne santé. Et avant de vous passer la parole, je vais juste vous faire une confidence. Le professeur Guérin va vous révéler en avant-première le lancement d'une grande opération qui va tous nous concerner, les seniors azuréens, très prochainement, mais je n'en dis pas plus. Je vous remercie, je vous passe le micro. Merci, Monsieur le Président, cher Hervé Sauzet. Et merci surtout de me permettre d'être devant vous aujourd'hui. Alors, je vois des visages familiers, donc ça me fait très plaisir. Et alors, je suis désolé, je vous ai dit, je suis un vadrouilleur au micro, donc je vais avoir du mal à rester derrière le pupitre. Pourquoi ? Parce que nous sommes sur un territoire béni des dieux, vous l'avez dit, qui par son cadre, mais aussi par ceux qui y habitent, en fait le centre du monde. Vous êtes tous d'accord ? Vous êtes tous niçois ou proches de Nice, je suppose. Azuréens en tout cas. Et aussi parce que effectivement, en fait, j'ai déjà un peu révélé le fameux scoop dont nous parlions hier, cher Hervé, puisque vous avez là le logo, on va dire, de cette grande opération qui a techniquement déjà démarré le 29 mars, qui démarrera grand public en septembre, probablement lancé par Catherine Vautrin, notre ministre et du Travail et de la Santé et des Solidarités,
qui est une grande cohorte qui va intégrer 30 000 azuréens pendant 5 ans, justement pour bien vieillir ensemble. C'est le nom du programme. Je vous en parlerai parce que ça permettra, par les interventions en prévention qu'on va y mettre, et qui sont assez uniques en Europe, et peut-être même dans le monde, vous allez comprendre quelle est la philosophie nécessaire à la prévention pour le bien vieillir en santé et en autonomie, qu'on essaie de pousser un peu partout. Alors du coup, c'est la petite flèche par là. Voilà. J'ai mis des diapos, mais c'était surtout pour que vous ne me regardiez pas pendant 1 heure. Hein. C'est un support à mon propos, simplement. Je voulais d'abord vous faire un petit temps sur c'est quoi l'actualité du bien vieillir en France et dans le monde. Il se trouve qu'en ce moment, ce qui m'anime, c'est en particulier 2 missions internationales que j'essaie de mener. Une qui m'a été confiée par un monsieur qui s'appelle Alain Fischer, que vous connaissez peut-être. Alain Fischer, alors je le connaissais quand j'étais au conseil scientifique Covid de Jean-François Delfrécy, pour le président de la République. Alain était le président de l'autre conseil, le conseil d'orientation stratégique vaccinale. Il est professeur de médecine et maintenant président de l'Académie des sciences. Pardonnez du peu. Et Alain m'a appelé peu de temps avant le G7 d'Hiroshima. Vous avez peut-être vu certainement, il y a eu un G7, c'était printemps dernier à Hiroshima, parce que les 7 chefs d'État et d'exécutif avaient demandé aux 7 présidents de leurs académies des sciences de mettre en place un groupe d'experts sur un sujet fondamental qui s'appelle la transition démographique. Et du coup, Alain, il m'a demandé d'animer ce petit groupe côté France. Pourquoi ? Parce que, rassurez-vous, ce n'est pas mon talent, hein, c'est que, comme on se connaissait du conseil scientifique, j'étais le seul gériade dont il avait le 06, et c'était beaucoup plus simple pour lui. Donc, ce groupe s'est mis en place, on s'est vu dans le cadre du G7 d'Hiroshima, on s'est revu à Toronto, parce qu'il y a des temps intermédiaires. Pourquoi ? Parce que la transition démographique, on a le sentiment, et ce n'est pas que les scientifiques, hein, mais c'est tous ceux qui s'intéressent au vieillissement au sens large, que la profondeur de la mutation que ça va occasionner est mal appréhendée par les opinions publiques, et en général, quand c'est mal appréhendé par les opinions publiques, ça l'est mal aussi par les décideurs publics. Alors ils sont au courant qu'il se passe quelque chose, hein, c'est pour ça qu'ils ont demandé le groupe de travail, mais ils ont du mal on va dire, à cranter au bon niveau. Je vais essayer de vous expliquer rapidement. Vous connaissez la fameuse transition démographique qui fait qu'en fait, juste après la Deuxième Guerre mondiale et pendant 25 ans, on a eu une augmentation massive des naissances et en même temps un effondrement de la mortalité infantile. Ça, c'est l'entrée dans la transition démographique. Et donc, à partir de 2027, on va avoir le bout de la chaîne, c'est-à-dire l'arrivée des baby-boomers, comme on les appelle, dans le grand âge, c'est-à-dire au-delà de 80 ans. On s'est fixé cette limite-là, même si personnellement, en bon gériatre, je trouve que 80 ans, c'est très jeune. Le sujet, c'est que ça va s'étaler effectivement sur 25 ans, et avec un effet, désolé, le terme n'est pas joli, mais c'est comme ça que ça s'appelle, il paraît, d'empilement démographique d'une population vieillissante, dont les besoins sont spécifiques, à la fois en santé, à la fois en autonomie. Dans le même temps, on constate partout dans le monde un effondrement de ce qu'on appelle la capacité de réponse curative. C'est quoi la capacité de réponse curative ? En gros, ce sont les systèmes de santé. Les systèmes de santé s'étaient déjà essoufflés un peu partout, en France peut-être un peu plus qu'ailleurs, sur la décennie précédente, avec une accélération de cette moindre capacité de réponse par le temps Covid, pour des tas de raisons, dont une qui est maintenant assez criante, qui est, vous voyez pas ? Qu'il n'y a plus de soignants. Il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'infirmiers, ou en tout cas, il n'y en a plus suffisamment pour répondre aux besoins.
Et cette diminution de la capacité de réponse curative au moment où on aura un besoin très augmenté, c'est objectivement inquiétant. C'est vrai. Alors on va voir qu'il y a des tas de solutions qui se dessinent, mais c'est pas simple, quand même. Parce que, visiblement, en tout cas, sur ce qu'ils nous ont dit, les 7 chefs d'État et d'exécutifs des 7 pays du G7 au moins, et vous verrez que c'est la même chose à l'OMS, ne souhaitent pas abandonner leur partie de population citoyenne âgée. Ils ne souhaitent pas, mais ils ne savent pas comment ils vont faire, objectivement. Donc c'est ça la transition démographique, et pour en parler bien, pour donner un exemple, moi j'aime bien ce qui m'a fait tomber de ma chaise, je dois vous dire, lorsque j'ai discuté avec mes collègues, alors là ce n'est pas dans le cadre du G7 parce qu'ils ne sont pas dans le G7, mais ils sont à l'OMS évidemment, avec mes collègues sud-coréens. La Corée du Sud, c'est un pays assez intéressant parce qu'ils ont eu une transition démographique extrêmement ramassée finalement. Eux, c'était plutôt après les guerres de Corée. Ils ont eu un effondrement, mais alors bien plus rapide que nous, de la mortalité infantile et des naissances encore extrêmement élevées. Et actuellement, et ça ne guette pas que la Corée du Sud, un effondrement de la natalité, maintenant, qui est assez bas. Vraiment, c'est terrible, hein, ils sont à 0,9 enfants par femme en Corée du Sud, ce qui est encore pire que la Russie, qui est le deuxième pays avec la natalité la plus basse. Et globalement, vous savez que toute l'Europe, l'Amérique du Nord, maintenant l'Amérique du Sud, déjà, ça frémit, la Chine évidemment, ça frémit sur l'Inde, par exemple. Hein. Il faut bien voir que la situation de cette transition démographique, elle est très globale. J'y reviendrai juste après. La Corée du Sud, avec son modèle démographique, la transition, c'est quoi? Aujourd'hui, ils sont 51 millions d'habitants, et avec une moyenne d'âge relativement jeune encore. Entre guillemets, dans 20 ans, non, c'est pas grave, dans 20 ans, la moitié de la population de Corée du Sud aura plus de 70 ans. C'est ça la transition démographique. Vous voyez? La moitié des Coréens du Sud auront plus de 70 ans. D'accord? Dans 40 ans, leur population sera passée de 51 millions d'habitants à un peu moins de 12. D'accord? C'est ça, la transition démographique. Et ça va se passer dans le monde entier, sur les 50 ans qui viennent, sauf un seul endroit dans le monde qui est protégé, qui va, pardonnez-moi l'expression, encore produire du jeune, c'est l'Afrique subsaharienne. Pas l'Afrique du Nord, hein, qui eux aussi sont déjà en train d'entamer leur transition démographique et eux aussi vont vieillir très vite. D'accord? C'est ça, la transition démographique. Quand je me retourne vers un assureur, ça pose des questions assurantielles, ça pose des questions bancaires, ça pose des questions démocratiques et ça pose des questions de santé. C'est ça, la transition démographique. Donc vous voyez un petit peu mon agacement lorsque les opinions publiques ne se saisissent pas de ce sujet-là, parce que c'est plus impactant encore, probablement, que l'autre grande transition que va affronter l'humanité dans le même délai, qui est la transition environnementale, climatique et énergétique. Et un des sujets que nous ont demandé les 7 chefs d'État et d'exécutifs, c'est justement de travailler avec l'autre groupe qui lui avait été mis en place 10 ans avant, sur la transition environnementale, climatique et énergétique, pour voir comment ça va se potentialiser. Parce qu'une transition énergétique, climatique, environnementale, notamment, surtout peut-être climatique, sur une humanité qui va changer de forme, de nature, avec l'âge, donc une population a priori humaine, une humanité peut-être plus fragile sur certains domaines en tout cas, comment ça va se cumuler, les deux. Alors vous imaginez bien que quand moi j'arrive en bon gériatre au groupe du G7 ou à l'OMS en disant avec mon petit fanion, il est hors de question qu'on ne traite pas mieux nos aînés que ce que l'on est capable de faire maintenant.
bah, les décideurs publics, ils regardent, ils disent « t'es gentil, Coco ». Mais sur ce que il va se passer avec la transition démographique, si, je prends l'exemple de la Corée du Sud encore une fois, si la moitié jeune de moins de 70 ans doit passer son temps à s'occuper de la moitié de l'autre moitié de la population qui a plus de 70 ans, qui va mettre de l'eau dans le robinet ou de la lumière dans l'ampoule? Vous êtes d'accord que c'est un sujet. Et leur consigne, qui n'était même pas cachée, ça a été, vous, les scientifiques, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez là tout de suite? C'est que toutes nos populations soient en pleine forme le plus longtemps possible. Pourquoi? Ben parce qu'il va falloir qu'ils travaillent jusqu'à 75 ans. Donc il va bien falloir compenser. Donc votre job à vous, c'est que tout le monde soit en capacité de bosser jusqu'à 75 ans. Vous le savez peut-être, hein, mais dans le G7 par exemple, il y a un pays à côté avec un très bon pote qui s'appelle Jürgen Bauer, qui est le représentant de l'Allemagne. Les Allemands ont déjà prévu de repousser l'âge de la retraite dans la décennie qui vient jusqu'à 75 ans. Ça commence là tout de suite, ils vont passer à 69 ans à partir de l'année prochaine, c'est ça? Ou dans 2 ans. Et donc, ils ne vont pas s'arrêter là. Pourquoi c'est si important que ça? C'est que les alternatives, elles ne sont pas si faciles. Je vais vous en parler. Il faut que je récupère mon truc de diapo, là, pardon. Juste après. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, pour le système de santé, il y a pas mal d'idées, hein, quand même, hein, de transfert de compétences, de restructuration profonde de notre organisation. On ne va plus rester très longtemps sur de la médecine générale, libérale, non organisée, qui fait que oui ou non, vous avez un médecin traitant qui, oui ou non, accepte de s'occuper de vous, mais probablement sur une structuration territorialisée de ce qu'on appelle le soin primaire, avec des aspects pluriprofessionnels, donc des maisons dans lesquelles vous aurez plusieurs généralistes, mais aussi des psychologues cliniciens, des rééducateurs, kinés, orthophonistes, des professionnels du soin, des IDE, des infirmiers, des IPA, les infirmiers de pratique avancée, qui prendront en charge une partie de ce qui est fait maintenant par les médecins, pour libérer du temps médical pour une compétence, on va dire, plus ajustée à leur niveau d'études que maintenant. Donc tout ça, c'est en train de se faire, mais on le sait tous, on l'entend. Si on s'intéresse un peu à ces questions-là, ou même si on ouvre BFM ou LCI ou CNews ou France Info, on l'entend, ça arrive petit à petit. On dit, voilà, par exemple, la cystite de la femme jeune, pour prescrire une phosphomycine, vous savez, l'antibiotique monodose buvable qui ne diffuse pas dans le sang, qui va que dans les urines, donc aucun effet secondaire. Pourquoi aller voir un généraliste pour faire ça? Ça n'a aucun sens. On essaie aussi de voir le sujet de la tarification. Ce qui bloque actuellement, c'est ce qu'on appelle le paiement à l'acte, qui était fait pour une population jeune en bonne santé qui avait des accidents dans la vie de santé. Là, l'acte, ça a un sens. Mais avec le vieillissement de la population, le sujet, c'est la chronicisation des maladies, et c'est donc une gestion holistique complète qui est par nature, on voit bien, on ne gère pas quelque chose de chronique par une succession d'actes ponctuels tarifés. Il ne faut pas être sorti de l'ENA pour comprendre que c'est juste complètement débile comme système. Vous êtes d'accord? Quand on se le dit comme ça, on se dit bien que c'est débile comme système, que c'était bien il y a 80 ans, ça n'allait plus du tout. D'où les réflexions d'ailleurs données par le chef de l'État dans son interview à la Nation de janvier, de ce qu'on appelle la capitation, c'est-à-dire que finalement, les collègues du soin primaire, pas que les médecins, hein, seront payés à la complexité du patient. Pour avoir du temps pour suivre les gens complexes et pas payés, ou très peu, voire plus le droit de les voir, parce que c'est d'autres professionnels qui les verront, les pas complexes. D'accord? Et pour ça, il faut du travail coordonné, en équipe, et
territorialisé. Ça veut dire quoi territorialisé? Je vais vous faire une confidence. Quand j'étais au conseil scientifique Covid-19, là peut-être que vous entendez mieux, j'avais peut-être le micro un peu loin, je vais poser comme ça. Quand j'étais au conseil scientifique Covid, là c'est trop fort peut-être. Bon, j'ai été mais honteux de la capacité de réponse de la France sur les plus âgés, les plus de 80 ans, sur le sujet de la vaccination. On a été le pays d'Europe qui a le moins bien vacciné les plus de 80 ans, qui étaient les plus à risque. D'accord ? Plutôt que d'emmerder les enfants, ça n'avait pas de sens, il valait mieux se concentrer sur ceux qui en avaient vraiment besoin dans le vaccin. Et le sujet, c'était qu'on n'a jamais réussi à monter au-delà de 88%. Alors le président de la République nous dit, mais c'est peut-être parce qu'ils sont anti-vax. Que nenni. Sur la tranche juste en dessous, les 70-79 ans, qui étaient donc en pleine ce qu'on appelle l'autonomie de décision. C'est une tranche d'âge où on est parfaitement autonome dans la décision, on fait tout seul ce qu'on a à faire. D'accord ? Après, c'est plus hétérogène, après 80 ans. Il y a une partie de la population qui n'a plus cette autonomie de décision. On avait 97,3% de vaccinés. Parce qu'ils avaient parfaitement, les Français de 70-70 ans avaient parfaitement compris leurs risques et qu'ils n'avaient pas envie d'avoir des complications graves, voire de mourir pour un virus du rhume, en gros, mais qui n'était pas avec les effets symptomatologiques du rhume à ce moment-là. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de raison, si on avait plus de 97% des 70-79 ans qui se sont vaccinés, qu'on tombe à 88% pour les plus de 80. Les plus de 80 ne sont pas plus anti-vax que la décade d'en dessous. C'est pas vrai. Pourquoi on n'a pas pu ? Parce que dans cette population-là, il y a plus de fragiles, de vulnérables, d'isolés, qui en fait sont complètement en dehors du système de santé. Ils n'ont pas de médecin traitant. De toute façon, le médecin traitant, il n'y va pas, puisqu'ils ne veulent plus faire de domicile. Donc, en fait, ils sont abandonnés. Et c'est ça que j'ai vu. Alors qu'à côté de ça, je regardais au UK, chez les Anglais, 100% de vaccinés, les plus de 80 ans. Les Portugais, 100% de vaccinés, les plus de 80 ans. Les Espagnols, 99% de vaccinés, les plus de 80 ans. Les Italiens, presque 99%. Donc c'était que lié à l'organisation de notre système de santé, qui n'est pas un système de santé inclusif. Ça fait longtemps que les Français savent qu'ils ne sont plus le meilleur système de santé du monde. Ça fait 20 ans que c'est le cas de toute façon sur tous les classements. Ils continuent de se dégrader dans les classements internationaux, c'est triste. Mais c'est en grande partie lié à ça. En grande partie lié à l'incapacité d'accrocher aux soins primaires, donc aux généralistes, ceux qui en ont le plus besoin. Je vous dirais que si vous êtes venu jusqu'ici pour m'écouter, vous faites partie des privilégiés, entre guillemets, probablement, qui sont en capacité de bouger, de comprendre et probablement d'avoir un médecin. Même si ça devient compliqué ces temps-ci. Mais les plus vulnérables d'entre nous, que ce soit sur le plan social, les précaires sociaux, au conseil scientifique, on avait Marie-Hélène Grard avec nous, présidente d'ATD Carmonde. Avec Marie-Hélène, je me rendais compte que j'avais les mêmes problèmes avec mon public à moi, des plus âgés, les plus isolés, les plus précaires, et elle avec les grands précaires sociaux. On avait les mêmes sujets, les mêmes. C'est-à-dire une incapacité d'accéder au système de santé. Donc le système de santé français est un des meilleurs dans le monde pour ce qu'on appelle le remboursement du soin. Un des meilleurs. Donc le plus faible, un des plus faibles reste à charge si on enlève le bloc scandinave ou des petits pays en gros. Mais dans les gros pays, c'est celui où nous, quand on est malade, effectivement, on est plutôt bien remboursé. D'accord ? Avec à la fois la solidarité nationale et puis nos complémentaires santé, puisque nous sommes invités ici par quelqu'un qui en fait, un opérateur de la complémentaire. Mais pour qu'un système soit équitable, ça n'est pas tout d'être remboursé. Encore faut-il l'avoir eu, le soin.
Et c'est là qu'on est parmi les mauvais d'Europe. C'est-à-dire qu'on a abandonné nos plus vulnérables au sens large, me concernant, notamment les âgés et très âgés, particulièrement isolés. On les a abandonnés en France. Abandonnés. Et ça aussi, je trouve que ça transpire pas trop comme message. On les a abandonnés. Or, ce sont ceux qui ont le plus besoin de soins. Ça, c'est de la santé publique. Plus on est vulnérable, précaire, plus on a de problèmes de santé, au sens large. Médicaux, psychosociaux. Plus on a de problèmes. Donc au contraire, c'est vers ce public-là qu'il faudrait faire le plus d'efforts. Vous voyez ? Donc on a un système extrêmement inéquitable. Alors, si on veut le rendre équitable, on a plusieurs sujets, je vous ai dit, de transfert de compétences, de réorganisation du soin. Le digital est une grande promesse. Je vous ai dit, non, ça je ne vous l'ai pas complètement dit, mais je vais terminer mon propos, jusqu'en 2037, la situation de cette fameuse réponse curative va continuer de se dégrader de manière inéluctable, et ça on ne pourra rien y faire. Parce qu'on connaît déjà la démographie des professionnels de santé. Donc en fait là, en 2024, objectivement, on mange notre pain blanc. Quand vous cherchez à voir un scanner, quand vous cherchez à voir un généraliste parce que le vôtre est parti à la retraite et que vous en cherchez un autre, vous voyez déjà ce que vous vivez, c'est notre pain blanc. Ça va ne faire que s'abîmer encore sur les 15 ans qui viennent de manière assez inéluctable, si on reste dans les organisations actuelles. Donc le digital, moi quand Hervé Sauzet vous a dit que ça fait 15 ans que j'ai développé des Living Labs à Nice, le 27 d'Elval, que j'en ai discuté avec mon maire, qu'on essaie d'avoir une vision un peu active du sujet. Bon, mais je voyais ça comme un gain de qualité en plus de ce qu'on faisait déjà. Là, on n'est plus du tout sur ce champ-là. On n'est plus sur un gain de qualité. On est d'essayer de trouver une réponse, même dégradée, plutôt que pas de réponse du tout. On est plutôt là-dessus. Bon, rassurez-vous, j'en ai encore pour quelques minutes à vous casser le moral. Après, on va parler de choses positives. Mais c'est important, je pense. On est là pour se dire les choses. C'est à force de rien se dire, c'est comme ça que ça ne va pas mieux. Donc, le digital, il était conçu pour faire un plus. Maintenant, il est conçu pour faire à la place. Même si c'est moins bien que de l'humain. Évidemment, ce ne sera pas complètement à la place de l'humain. Il restera quand même des soignants, logiquement. Et vous voyez qu'on est là aussi sur des outils de coordination, de ce qu'on appelle le self-quantified, c'est-à-dire la capacité de la population à se soigner en partie elle-même. Donc tous ces sujets-là, le vecteur digital est un vecteur extrêmement intéressant. Encore faut-il avoir ce qu'on appelle l'accessibilité digitale, c'est-à-dire que les populations concernées, et donc en particulier les plus vieillissants, sachent le faire. Donc il y a un petit sujet. Alors moi, je fais partie de ceux qui pensent. Alors moi, forcément, je suis anti-agiste. La discrimination liée à l'âge, je ne supporte pas. Sinon, je n'aurais pas fait le métier que je fais. Donc nos aînés de plus de 80 ans, même de plus de 90 ans, sont tout à fait en capacité, en l'absence de troubles cognitifs évidemment, de savoir se servir de choses. Sauf qu'ils ne sont pas nés dedans. Donc s'ils ne voient pas l'intérêt, ils ne vont pas faire l'effort. Par contre, s'ils voient l'intérêt, bien sûr qu'ils sont capables de tout faire. Tout s'apprend, et à tout âge. Donc, le digital, c'est une partie de la réponse. J'ai dit, après, la réorganisation, le transfert de compétences, c'en est une autre. Quand on discute G7, je vous dirais que les pays ont ou OMS ont des visions aussi assez différentes. Par exemple, la Chine, le Japon, la Corée, qui vieillissent vraiment très vite, ces trois pays-là, misent tout sur le digital, le couple robotique et intelligence artificielle, en gros, pour tout faire, y compris dans les appareils productifs, c'est-à-dire travailler, produire de la richesse pour le pays. Donc ils misent vraiment sur l'aspect robotique digital. En Europe,
on y pense aussi, mais on n'est pas maître de notre destin. Ce n'est pas nous qui produisons la techno, c'est plutôt les Nord-Américains et les Asiatiques. Donc on n'est pas très fort. On est un peu déclassé en termes d'ingénierie, de capacité de production et surtout d'entreprises qui sont capables de faire ça. On a aussi clairement, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France, sur ce que j'ai entendu, l'Italie aussi, le sujet de l'immigration. C'est-à-dire que l'idée, c'est que, voilà, pour 50 ans, je vous ai dit, il restait un réservoir de jeunes dans la planète, qui est l'Afrique subsaharienne, et que finalement, il fallait peut-être aussi miser sur ce sujet-là, d'où les sujets que vous avez vus, notamment la loi, qui fait que d'ailleurs les professionnels de santé font partie des métiers dits en tension pour des recrutements beaucoup plus rapides et une implémentation d'un système beaucoup plus direct de collègues, tout métier, un médecin, infirmier, issus à diplôme hors Union européenne. Donc ça fait partie aussi, je ne porte pas de jugement évidemment, ni de valeur, ni politique, hein, ce n'est pas mon sujet, moi je suis un scientifique, mais ça fait aussi partie des réponses. Donc vous voyez qu'on a un arsenal de réponses et qui vont être ajustées de manière différente d'ailleurs dans le monde. Les Coréens ou les Japonais, je vous garantis que eux, l'immigration issue de l'Afrique subsaharienne, pour eux, c'est culturellement impossible. C'est un refus strict et catégorique. Impossible. Ils ne veulent pas. D'où le pari techno, du coup. Maintenant, on va passer aux choses qui réjouissent. Maintenant que le constat est fait. Je n'ai pas, du coup, regardé l'heure. Vous me ferez des signes, Hervé. Donc, j'ai encore 25 minutes. OK. Ouais, surtout que je voudrais un peu que vous puissiez m'interpeller. Oui. Donc, les gerosciences, donc les sciences du vieillissement, c'est une explosion dans le monde scientifique. Il y avait des grands domaines, vous savez que pendant les 20 premières années du millénaire, donc entre 2000 et 2020, les 3 grands domaines de la science, des sciences de la santé, c'était le monde des neurosciences, le monde de la cancérologie et le monde des maladies cardiaques et métaboliques, cardiovasculaires et métaboliques. C'est des grands champs de la recherche. Depuis 2018, pour être très précis, les publications scientifiques sur les sujets du vieillissement sont plus nombreuses que la cancéro, les neurosciences ou le cardiovasculaire. Parce que oui, forcément, la communauté scientifique, elle, pour le coup, elle a, avec retard, je trouve quand même, mais saisi l'urgence du sujet. Et donc, c'est plutôt très intéressant parce qu'on a une foultitude de recherches scientifiques sur la compréhension des mécanismes du vieillissement dans le but de les ralentir. Hervé, on s'appelle par nos prénoms, vous êtes d'accord, Monsieur le Président, hein. Hervé, vous disiez tout à l'heure que mon labo de recherche, de rattachement, c'est l'IRCAN, l'Institut de recherche cancer et aging, donc vieillissement de Nice. Et je suis dans l'équipe de mon collègue qui est fantastique, qui s'appelle Éric Gilson, qui est professeur de biologie moléculaire, qui est le meilleur en France sur le médaille d'or de l'INSERM sur la recherche cancer et vieillissement. Pourquoi ? Parce que c'est les deux faces des mêmes processus entre la carcinogénèse et la sénescence. En fait, c'est deux choses comme ça. En gros, si vous voulez, on pourrait devenir quasiment immortel, mais on ferait des cancers toutes les 3 minutes. Voilà. Mais on sait déjà le faire, ça. Voilà. Parce que vous savez que le principe même d'une cellule cancéreuse, c'est d'être devenue immortelle. C'est pour ça que c'est un cancer. C'est parce que c'est une cellule devenue immortelle, donc qui prolifère sans plus aucun contrôle. Et à cause de quoi ? À cause de bouts de chromosomes qui s'appellent les télomères, et où derrière, quand il y a une enzyme qui est là pour réguler, les télomères se raccourcissent avec le temps, c'est le mécanisme de vieillissement chromosomique. On peut réguler, mais si on empêche cette enzyme de couper les bouts, qui fait qu'au bout d'un moment on vieillit, en fait on fait tous les cancers, parce que couper les bouts, à chaque division cellulaire, c'est ça qui protège des cancers. Vous voyez qu'on est vraiment sur des recherches assez intéressantes. Celle qui a caractérisé cette télomérase, elle s'appelle Elizabeth Blackburn, c'est une collègue américaine qui a eu le prix Nobel de médecine pour ce sujet-là. Elle a écrit dans un grand journal qui s'appelle Nature,
il y a une quinzaine d'années, parce qu'il y avait la guerre entre les longétivistes et les non-longétivistes. En gros, est-ce qu'il y a une longévité d'espèce? C'était la question. Pour nous, l'espèce humaine, c'est Jeanne Calment. Voilà, on sait, c'est a priori la longévité de l'espèce humaine. Et ceux qui font des télomères disent en fait, il n'y a pas de longévité de l'espèce. On peut parfaitement réguler le truc. Et elle avait fait un article dans Nature. Vous voyez, ça c'est pour vous remonter le moral ou pas. L'humain qui vivra 1000 ans est probablement déjà né. C'était le titre de son article un peu punchy qu'elle avait fait dans Nature. Disons qu'on y arriverait. L'humain qui vivra 1000 ans est probablement déjà né. C'est pas mal quand même. Ils ont le sens de la communication, ces Américains. Même quand ils font de la recherche de très haut niveau. Donc ce monde-là, il est en explosion complète. Mais en explosion complète. Vous savez, je vous dis ça parce que ça, pour le coup, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Il y a quelques jours est sorti dans le plus grand journal de médecine clinique dans le monde qui s'appelle le New England Journal of Medicine, un article sur l'utilisation de techniques de régulation de l'immunité avec des cellules, des globules blancs un peu spécifiques qui s'appellent les CAR T-cells et qu'on utilise actuellement en cancérologie, notamment en oncohématologie, qui a révolutionné le pronostic des leucémies aiguës, enfin, il y a très peu, depuis quelques années. Mais on s'est dit, cette façon d'immunomoduler, peut-être que c'est intéressant, par exemple, dans d'autres maladies. C'est une publication scientifique, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on n'a pas guéri cette maladie-là, mais ils ont essayé sur un certain nombre de maladies auto-immunes, dont une qui est assez redoutable, qui s'appelle la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, ou maladie de Charcot. Vous savez, c'est à partir notamment de cette maladie qu'a été lancé le grand débat sociétal sur la fin de vie, finalement, notamment, tellement c'est terrible, et sans aucun traitement. Avec une approche CAR T-cell, 12 patients avec LCLA, ils sont en rémission complète de leur maladie 15 mois plus tard, depuis 3 jours. Vous voyez? C'est pour ça que je disais aussi, à la fin de vie, calmez-vous un peu, quoi. Parce que les gens qui décident de mourir, notamment quand ils ont prévu le truc plusieurs années avant, qui sont plus en capacité de donner leurs décisions à ce moment-là, attention, ça va vite. Vous voyez, c'est dommage. On a tout fait ça pour la maladie de Charcot en grande partie. Peut-être que dans 2 ans, c'est plus un sujet. Ou 5. Encore une fois, c'est très très tôt. C'est une phase 1. C'est pas trop d'optimisme BA non plus. Ce que je vous dis là, mais moi, ça m'a scié quand même quand j'ai vu ça. C'est pas ma spécialité, mais ça m'a scié. Pareil sur des myosites, pareil sur des myasthénies. On est en train de... Alors le traitement, c'est 400 000 €. Donc c'est pas le monde entier qui se le paiera non plus. Les CAR T-cells. Mais c'est déjà ce qu'on paye pour les leucémies aiguës, où on est passé sur des leucémies de très mauvais pronostic de 15% de chances de survie à 95%. C'est pas rien quand même. Donc vous voyez, le progrès, il est permanent. L'autre sujet, c'est qu'il coûte une blinde, comme diraient mes fils. La vision intégrative, c'est quelque chose de fondamental. Je ne déborderai pas, Hervé, c'est promis. La vision intégrative, c'est quelque chose de fondamental. Vous savez que l'OMS a dit que la santé, c'était médico-psychosocial. En France, ce truc-là, avec tous mes collègues, je dis souvent la pire race qui empêche le système de fonctionner en France, c'est la mienne, c'est celle des professeurs de médecine, qui sont insupportables, qui ont fondé les machins, parce qu'il y a la cardio, parce qu'il y a la néphro, alors qu'on s'en fiche complètement. Maintenant, les approches doivent être populationnelles. Ça ne dit pas qu'on n'a pas besoin de cardiologues et de néphrologues ou de gastroentérologues. Ça veut dire que ce n'est pas eux qui font l'avenir de la structuration de la prise en charge demain. Ce sont des techniciens qui doivent intervenir à un moment donné. Ceux qui feront la médecine de demain, c'est les médecins généralistes réorganisés, comme je vous en ai parlé, et avec les 4 spécialités populationnelles à leur côté. Ça, c'est très important, que l'OMS a défini, les pédiatres, les gériatres, les gynécologues médicaux, pas ceux qui font de l'obstétrique, ceux qui font de la médecine gynécologique, et 4e spécialité populationnelle donnée par l'OMS, les non, les dermatos, alors eux, pour le coup, ils sont ultra techniques et ils font qu'un tout petit truc qui ne sert à pas à grand-chose. Non, je plaisante. Non, les psychiatres. Les psychiatres. C'est les 4 spécialités fondamentales qui s'appellent les spécialités populationnelles et qu'on veut d'ailleurs valoriser beaucoup
Alors que jusqu'ici, on était sur une valorisation de la médecine technicienne. Et comme je vous parlais du digital, les techniciens, ils ont du souci à se faire. Parce que tout ce qui est technique sera, à échéance brève ou moins brève, mieux fait par la machine. De toute façon. Moi, là maintenant, quand je vois mes étudiants, je leur dis, la radiologie, les premiers à l'internat voulaient absolument faire radio parce que c'était la poule aux œufs d'or. Et bien, méfiez-vous beaucoup, hein, parce que là maintenant, vu que c'est plus vos yeux qui analysent le truc, en développement économique, on regarde la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, elle est au logiciel d'intelligence artificielle qui fait le diagnostic, elle n'est plus au radiologue qui signe le truc. Je ne pense pas que vos actes y continuent à être payés beaucoup, très longtemps. D'accord ? C'est important ça. Hein ? Donc la médecine technique, je ne donne pas cher de son avenir. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas besoin, mais pas du tout dans les mêmes volumes et pas du tout dans les mêmes indications. Voilà. Donc les médecines populationnelles. Cette vision intégrative, elle est nécessaire. Donc bio-clinico, alors on est passé du médico-psychosocial au bio-clinico-psycho-socio-environnemental. C'est vraiment cette vision très transversale qu'il faut avoir pour s'occuper de la complexité d'une humanité vieillissante. Et que le psycho est aussi important que le clinico. Donc le psychologue est aussi important que le médecin. Et ça, je vous dis, quand moi j'en parle à mes collègues, les fameux professeurs de médecine qui se croient issus de la cuisse de Jupiter, ça leur fait mal d'entendre ça. Je leur dis, mais dans le monde de demain, probablement que toi, grand professeur de neurologie à Paris, tu ne seras pas plus utile aux patients que l'ingénieur réseau qui vérifiera que la connexion digitale elle est bien dans la maison, parce que c'est grâce à ça qu'on surveillera tout. Et probablement qu'il aura plus d'impact sur la santé du patient que toi. Vous voyez ? C'est ça, la mutation du système de santé. Alors vous avez compris, hein, comme je n'ai pas beaucoup de temps, parce que Hervé me regarde de travers, j'essaie d'être, je suis un peu caricatural, vous avez bien compris. C'est pour susciter le débat. Mais c'est important de se rendre compte de ça, vraiment. Et vous voyez, dans le bio, clinico, psycho, socio, environnemental, tout est important. Le bio, je vous l'ai dit, hein, ça va nous permettre de la prédiction, ça va nous permettre de l'anticipation très forte de l'arrivée des maladies chroniques, donc du coup, avec des biomarqueurs qu'on va identifier avant. Enfin, il y a tas de choses qui se passent qui sont formidables. Voilà. Et c'est pour ça que ça nous fait autant de mal de voir le système de santé s'effondrer, les systèmes de santé, encore une fois, c'est pas qu'en France, hein, s'effondrer en même temps, parce qu'on se dit, c'est dommage, on a des perspectives inouïes, et est-ce qu'on sera encore en capacité de les mener ? Mais ça s'appelle un choix politique. Ça dépend où est-ce qu'on veut mettre son argent. Je donne juste un exemple sur l'évolution des connaissances. Vous savez, le sensoriel, pour les médecins en général, c'est on s'en fout, quoi. Ah, t'es sourd, normal, t'es vieux. Ok ? Voilà. Tu veux faire un bilan ? Mais non. Le petit généraliste de famille, hein. Mais non, mettez la télé plus fort. Une publication est sortie dans le Lancet, publication scientifique, dans le Lancet il y a 2 mois. Lancet, c'est aussi un gros journal médical. Le déficit auditif est la première cause réversible de maladie d'Alzheimer. D'accord ? Réversible, pourquoi ? Parce que quand on est appareillé, on diminue son risque de maladie d'Alzheimer. D'accord ? Parce que les médecins, ils ne savent pas tout. Il y a des tas de choses qui se passent. Là, on essaie de comprendre sur un plan neurosciences. Pourquoi ? Il n'y a pas que le plan social. À mon avis, il y a aussi du social. Hein, c'est-à-dire l'isolement, c'est le truc le pire pour le cerveau. Donc forcément, quand on n'entend plus rien, on s'isole. Et, on n'a plus d'interaction sociale. Or, les interactions sociales sont l'élément le plus puissant pour bien vieillir. Donc c'est bon, maintenant vous avez eu votre recette, voilà, de gériatre. Tout le reste, l'alimentation, l'activité physique, ça c'est important. Hein. Mais ça c'est... Tout le monde est d'accord, j'espère que... Alors vous n'étiez pas là, que Gilles Béru l'a dit à Nantes, mais ce qui permet de bien vieillir, c'est même plus subtil que ça, c'est le sentiment d'utilité sociale. Quelqu'un qui a le sentiment d'être utile socialement a une espérance de vie en autonomie de 7 ans de plus que celui qui se dit qu'il ne sert plus à rien. D'accord ? Il n'y a rien de plus puissant.
Rien de plus puissant, même s'il y a d'autres trucs qui servent, on va en discuter très rapidement. Vous voyez? Mais regardez, l'histoire de l'audition, c'est impressionnant quand même. Impressionnant. Et je veux dire, c'est pas qu'un sujet social, parce qu'il y a aussi un sujet probablement de très cognitif, c'est-à-dire que quand on entend moins bien, on est obligé de se concentrer, de moins en moins bien, parce que c'est progressif, on est obligé de s'adapter, et donc d'être en concentration absolue sur celui qui vous parle. Et ça fait que vous avez une stimulation systématique et très puissante d'un endroit du cerveau, mais que du coup, vous n'utilisez plus les autres endroits du cerveau. D'accord? Et c'est probablement pour ça que ça accélère le déclin cognitif aussi. C'est pas rien quand même. Vous voyez, on progresse vite. C'est, encore une fois, le plus puissant des facteurs de risque de maladie d'Alzheimer sur lequel on peut agir. Il y en a d'autres, on ne peut pas trop. Celui-là, c'est celui le plus puissant, le plus important sur lequel on peut agir. Voilà. Ah non, je recule là. Ça va pas du tout. Donc ça, je vous l'ai dit. On va passer à cette fameuse cohorte qu'on va lancer. Comme ça me permettra de vous donner des éléments sur ce qu'on va faire ici, dans les Alpes-Maritimes, et du coup, ce qui est utile au quotidien. Pourquoi Alors, cette cohorte, elle va démarrer, je ne vais pas faire la transition démographique, elle va démarrer à partir de 55 ans. D'accord? C'est une cohorte d'intervention de prévention. C'est spécifique, hein, ce n'est pas la prévention. Dans la prévention, vous savez, on a plein de sortes, hein, primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire désormais. D'accord? La prévention primaire, c'est le champ de tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'éducation à la santé, si vous voulez. En gros, hein, pour être très précis, ça s'appelle la promotion de la santé. C'est le PNNS. Hein, boire et manger, bouger, 5 fruits et légumes jour. Ça, c'est la promotion de la santé. Donc ça, c'est très utile, pour peu que ce soit bien fait, mais on va le réserver aux moins de 55 ans. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même rationaliser les ressources et que les interventions de prévention, elles sont particulièrement utiles après 55 ans. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas utile pour avant, mais c'est moins rentable sur un plan santé publique. Donc, à l'OMS, on a décidé ensemble de fixer les 55-75 pour les interventions de prévention santé. Et de se dire, après 75, on continue aussi, de manière peut-être plus individuelle en fonction des profils. Et par contre, on entame tout ce qu'on appelle le diagnostic précoce de la fragilité. Et donc, là, pour le coup, après 75 ans, l'enjeu, il est santé, mais aussi, on rajoute, de retarder la perte d'autonomie. Voilà, qu'on ne fait pas sur les 55-75, qui n'ont pas besoin. D'accord? Encore une fois, c'est en population. Hein. Vous allez me dire tous que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui ne rentre pas dans les cases. Forcément, mais on parle en population, en santé publique. Donc, 55 ans, moi, je crois beaucoup à... J'ai voulu cette cohorte à 55 ans, qui est très regardée par le ministère, tout ça, parce qu'ils aiment bien. Pourquoi? Parce que sur ces sujets d'intervention de prévention, je pensais que c'était bien de récupérer aussi les seniors actifs, ceux qui travaillent, qui ont un employeur. Donc, parce que si on veut implémenter les deux, les bons comportements de prévention, je trouve que c'est utile de le mettre dans un cadre aussi employeur, au boulot. Pourquoi? Parce que, attention, pas coercitif, hein, c'est pas le patron qui dit va te faire vacciner, c'est pas ça le sujet. C'est que quand même, il y a une forme de hiérarchie, de fait, dans le boulot, et que la parole de son patron a quand même s'il vous dit tu fais ce que tu veux, c'est quand même bien. D'accord? Tu vas faire ton petit bilan, voilà, et puis qu'ils mettent à disposition aussi des actions, hein, de l'activité physique adaptée, du bilan nutritionnel et diététique, de la stimulation cognitive, de la préparation à la retraite sans rupture de ce fameux sentiment d'utilité sociale qui est une catastrophe. En France, on sait faire que de la retraite couperée quasiment. Mais c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Pas du tout. C'est pas un jour vous êtes tout, le lendemain vous êtes rien. Sur un plan social, boulot, évidemment. Hein. Il y en a qui s'en sortent très bien et qui prévoient parfaitement les choses. Et il y en a pour qui, je vous garantis, j'ai une constellation pleine de catastrophes, quoi. Entraînant même des vraies
syndrome anxio-dépressif sévère des fois. C'est pas rien, quoi. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Donc vous voyez, tous ces bilans-là pourront être faits à partir de 55 ans. J'ai passé... Oh, mais décidément. J'ai passé très vite. Ça, je vous l'ai dit. Hein. Regardez, avant qu'on récupère accumulation des gens et des besoins, le niveau de maintenant, c'est quelque part après 2040, selon les chiffres, ou 2035 pour d'autres professions. Donc les 30 000 seniors, le but encore une fois avec beaucoup de numérique, pourquoi? Parce qu'il va falloir justement en fait, diffuser, démocratiser les approches préventives avec tout un système d'accompagnement, hein, rassurez-vous. Là c'était pour vous rappeler notre territoire béni des dieux, comme l'a très bien fait remarquer Hervé, et la surdensité urbaine qui est vraie quel que soit l'âge. En fait, même, parce moi je ne suis pas bon niçois, je pensais qu'il y avait plus de gens âgés en proportion à Saint-Dalmas-le-Sauvage. En fait, non. La concentration de la population est à 90% sur la frange urbaine, hein, dans les Alpes-Maritimes. Mais les plus de 65 ans sont encore plus que les moins de 65 ans sur le littoral hyperurbain. Voilà. Moi, je ne savais pas. J'ai regardé. Mais je ne savais pas. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est une petite France, les Alpes-Maritimes. Parce que vous allez voir dans ma cohorte, j'ai un sujet qui est le sujet de l'accessibilité, qu'elle soit sociale, géographique et digitale. Les trois accessibilités en même temps, on va traiter. Et donc, l'accessibilité géographique est aussi un élément important. Donc, c'est pour ça qu'on regardait de près où étaient les gens. Et donc, c'est une cohorte qui aura 3 pieds. Recherche, innovation et santé, que je vais vous montrer en synergie pendant 5 ans. On va regarder les 10 dimensions. Je vous parlais de cette vision holistique, hein, bioclinico-psycho-socio-environnementale. C'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, on va le faire. Je donnerai juste un exemple. On a dit du mental au physique. En transversal, parce que c'est le sujet clé de la prévention, la motivation. En Europe, ils veulent mettre en place tous les sujets de prévention. Je vous ai dit, effondrement des réponses curatives, vieillissement de la population. Leur seul sujet, c'est pourquoi ils s'intéressent autant à la prévention maintenant. Hein. Encore une fois, hein, c'est juste pour ça. Vraiment. Hein. Parce que à partir du moment où on sait... il y avait une promesse en France qui était, c'est toujours mieux de prévenir que de guérir, comme dirait l'autre. D'accord ? Mais finalement, les Français savaient que s'ils étaient malades, ils seraient soignés. Et en fait, c'est ce lien-là qui est en train de se distendre fortement. Et pour lequel, je vous l'ai dit, pour les 10 ans qui viennent, ça va être de moins en moins vrai. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de la prévention. C'est plus parce que c'est mieux de ne pas être malade, c'est surtout parce qu'il ne faut pas être malade, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir être traité de sa maladie. Dans les bons délais, dans la bonne efficacité, tout ça. Je reviens sur mon côté un peu punchy, pas gentil, là, mais il faut être conscient de ça quand même. Il faut être conscient. Donc la motivation, c'est un sujet de recherche en soi des gens. Parce que ce n'est pas gagné. Après, c'est plus classique à la psychocognition. Donc cognition, émotion. On a un vrai problème sur la gestion des émotions en France, hein. Tout ce qui est stress, anxiété et aussi un vrai sujet des professionnels qui interviennent. Vous savez que c'est le champ des psychologues cliniciens qui sont particulièrement mal formés dans notre pays, donc qui sont, pour beaucoup, se refusent d'ailleurs, c'est le dogme psychanalytique, on est les derniers à faire ça avec l'Argentine, hein. Il n'y a plus de psychanalystes nulle part dans le monde sauf chez nous. Et voilà, je ne dis pas que c'est pas bien la psychanalyse, c'est juste que c'est pas du soin. C'est de la littérature, c'est de la philosophie. C'est pas du soin. D'ailleurs, ils ne se revendiquent pas comme soignants. Et ils ont raison. Et il n'y a pas de preuve de rien. Mais c'est un vrai sujet. Hein. Donc, dans le reste du monde, les psychologues cliniciens sont des docteurs d'exercice comme les médecins, au même niveau. C'est-à-dire qu'ils ont passé un internat et qu'ils ont vu pendant des années des patients avant d'avoir le droit d'aller mettre sa plaque quelque part pour traiter des gens. Ou quand on sort du M2, en fait, on
on ne sait pas ce qu'on fait parce qu'on n'a jamais vu personne. Et en plus, on n'a même pas appris les outils qui sont ceux qui ont un niveau de preuve, comme les TCC, les thérapies cognitives et comportementales, le MDR, l'hypnose, mindfulness, enfin tout ce qui a des publications scientifiques qui montrent une efficacité. Et ça, c'est un vrai sujet. Hein. On est un des rares pays, quand même, en France, je vais vous le dire, où la population française ne sait pas trop quelle est la différence, par exemple, entre un psychoclinicien, un sophrologue et un énergéticien. Hein. Des fois, vous avez tout sur la plaque. Et puis, il fait aussi un peu de Reiki, et puis alors des machins qui ont... c'est un grand sujet, le sujet du bien-être psychique en France, avec, pour la population, une incapacité à savoir qui est un vrai professionnel de qui l'est pas. Parce que c'est facile normalement en France. Un professionnel de santé, il est remboursé par la Sécu. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est pour ça que moi je me suis beaucoup battu quand j'avais encore la capacité de discuter avec notre président de la République pour ce qu'on a appelé le dispositif Mon Psy, c'est-à-dire faire rentrer des psychologues cliniciens, des vrais, des formés, dans un dispositif de remboursement, mais sous contrôle médical, ce qui n'a pas plu évidemment à une partie de la profession, notamment les psychanalystes qui, par leur conviction propre de leur métier, refusent toute tutelle médicale. Mais c'est pas comme ça qu'on construit, nous on s'en fout, on va pas contrôler ce qu'ils font. De toute façon, je vous ai dit, notre but c'est qu'on ne fasse pas du remboursement de la psychanalyse, ça sert à rien ça. C'est du remboursement des psychothérapies à niveau de preuve. C'est ça qui est intéressant pour les patients. Et du coup, forcément, ça veut dire qu'il faut évaluer avant, il faut évaluer son résultat et il faut s'inscrire dans un parcours de soins. Donc ce n'était pas le sujet que le médecin prescrive le droit d'aller voir un psychologue qui allait du coup être remboursé pour le patient. C'est que s'il n'y a pas quelqu'un à un moment donné qui reçoit les informations qui coordonnent le parcours de soins, en fait ça ne sert pas. Hein, je vous ai expliqué la complexité liée au vieillissement, aux pathologies chroniques et la complexité des patients nécessite de la coordination des acteurs. Sinon, on a de l'errance, du vagabondage médical et soignant, et avec des pauvres concitoyens qui voient 4 fois des trucs, avec des gens qui ne se parlent pas, qui prescrivent 6 fois, résultat 10 000 morts. C'est le coût de la iatrogénie en France, hein, le coût en vie humaine, principalement des gens de plus de 75 ans. C'est eux qui meurent. Hein. 10 000 morts par an. C'est plus que les accidents de la route, hein. 3 fois plus. Donc voilà. Psychocognition, la sensorialité, je vous ai dit à quel point en fait c'est important. Évidemment la nutrition, commençant aussi avec l'état bucco-dentaire. Hein. C'est par là que ça commence la nutrition, hein. On oublie un peu souvent. La motricité, marche, équilibre, sarcopénie et l'activité physique adaptée. Vous savez qu'à Nice, on a une plateforme dite fragilité au CHU d'évaluation où il y a à peu près 800 000 € de matos pour faire court. Donc c'est les projets que j'ai menés avec mon collègue Raphaël Zori, qui est professeur de STAPS, et où on a une capacité d'évaluation de la performance physique pour nos gens de plus de 70 ans, par exemple, qui est avec des niveaux d'équipement qui sont supérieurs à ceux des athlètes de haut niveau dans les centres de préparation des sportifs de l'État pour les JO ou les équipes nationales. On a du matos encore meilleur. Donc c'est vraiment, mais c'est pour de la recherche aussi, bien sûr, parce qu'on a besoin de données pour comprendre ce qui se passe. Le côté environnement à la cellule, vous voyez, le sujet de l'accessibilité, encore une fois, sociale, digitale, géographique. Hein, on aura par exemple un partenaire qui formera nos seniors de plus de 55 ans, au sens large, voilà, enfin, c'est même pas des seniors, donc la population de plus de 55 ans, quand ils ne savent pas bien faire, on a un type extra, une association qui s'appelle Emmaüs Connect, We Take Care, qui apprend en fait à ceux qui sont un peu plus loin, en rupture digitale, à se servir des choses. Au début, le président de cette association, qui est fantastique, s'appelle Jean Dédier, je l'ai découvert par hasard à une table ronde, et du coup maintenant on est mariés ensemble dans nos projets. Il travaillait surtout à l'accès au droit. Et en fait, je lui ai fait découvrir que la santé, c'était vraiment fondamental. Et depuis, il est à fond. Donc on forme partout des formateurs pour amener nos futurs participants à l'utilisation du digital. Donc c'est la partie accessibilité. Et évidemment, on aura aussi un bus, machin, tout ça pour l'accessibilité géographique. Et puis l'accessibilité sociale avec une vision, voilà, avec là, pour le coup, les collectivités territoriales, hein, le département, le CCAS des villes,
du département aussi, enfin bref, avec les acteurs sociaux qu'on connaît. Le socio-environnemental, on en a beaucoup parlé, hein, le côté aussi, évidemment, habitat, par exemple, qui est un vrai sujet. L'autonomie, vous voyez bien. Le médical, parce qu'on va regarder des choses un peu générales, mais vous voyez, par rapport à ce que fait, par exemple, mon collègue Bruno Vellas ou même Gilles Berru à Nantes, on est plus holistique encore. Nous, on va regarder des sujets comme la sexualité, par exemple. Je ne vous ai pas dit non plus, mais il y a qui est un sujet important qu'on va évaluer, vraiment. Si les gens le veulent, bien sûr, hein, c'est des sujets volontaires. Et l'autre élément qui n'a jamais été trop regardé, c'est regardé un peu en Amérique du Nord, un peu dans le bloc scandinave, c'est la spiritualité. Alors attention, on est un pays laïque, donc c'est les spiritualités des religions du livre, comme les spiritualités laïques aussi. Donc, mais essayez de voir un peu, enfin c'est avec eux que je construis, hein, donc en gros j'ai des représentants des 3 grands cultes, mais aussi des bouddhistes et aussi des représentants éminents de ce qu'on appelle les spiritualités laïques. D'accord. Donc on essaie de voir un peu comment on peut juste tester en fait, hein, vous allez voir qu'il y a une phase de caractérisation, tester ce que les gens, les sujets, pensent en gros de leur finitude. Parce que ça se travaille. Moi je vous garantis que, j'ai eu un exemple encore la semaine dernière avec une famille, notamment la fille d'une patiente assignée. Cette patiente, elle avait 104 ans et elle avait fait un certain nombre d'événements, dont un AVC massif, suivi d'un infarctus massif. Elle était en train de mourir, cette dame. Et c'est vrai que sa fille était dans un refus complet de la mort de sa mère. Refus complet. Alors, ça se comprend, c'est un sujet émotionnel. Là, pour le coup, il faut peut-être travailler le versant émotionnel, ça c'est sûr. Mais à côté de ça, c'est qu'il n'y avait non plus rien de préparé et d'anticipé. Rien. Personnellement, on a du mal, et vous savez que ça c'est une évolution du XXe siècle, hein, et surtout de la deuxième moitié, nous, le corps social, les citoyens, on a du mal. On a perdu, on va dire, cette capacité à se projeter dans la mort. Parce que c'est une projection, ça se travaille. Voilà. C'est pas rigolo de se le dire, mais c'est pour le coup, de tout ce que je vous ai dit, il y a des tas de choses qui sont probablement pas certaines du tout, mais là, ce que je vais vous dire, c'est totalement certain, nous allons mourir. Ça, c'est sûr. Peut-être dans 1000 ans, mais même dans 1000 ans, on finira bien par mourir. Voilà. Et puis la partie biologie. Alors, la partie biologie, je vais passer vite, mais ça ne sera pas sur les 30 000, mais on va faire des trucs assez intéressants, avec du sang, parce que moi j'en ai besoin, pour ceux qui sont d'accord, de me donner un peu de sang, hein. Pour notamment la partie génétique, télomérique, chromosomique. Après, à côté de ça, vous allez voir, vous avez vu, je fais urine, sel, salive, cheveux. Pourquoi ? Alors, les sels, parce qu'il y a un domaine passionnant qui s'appelle le microbiote, et moi je veux sur une cohorte comme ça essayer de comprendre le lien entre ce microbiote, c'est des petites bactéries gentilles, hein, qui sont dans le tube digestif depuis des milliers, des centaines de millions, voire des milliards d'années en fonction de certaines qui sont très anciennes dans la phylogénie de notre espèce, et même avant qu'il y ait même des mammifères. Donc c'est extrêmement intéressant. Deuxième élément, les cheveux, pourquoi ? Allez, pourquoi je veux des cheveux ? Exactement, ça stocke. C'est ce qu'on appelle la mesure de l'exposome. L'exposome, c'est comment on a été, on va dire, en contact, exposé aux toxiques environnementaux ou alimentaires. Enfin bon. En fait, c'est une carotte de vos toxiques, les cheveux, au moins sur les 10 années précédentes. Et des fois même, on retrouve des trucs de l'enfance, quand on a 80 ans, dans le cheveu. Alors oui, d'accord, tout le monde n'a pas de cheveux, mais on trouvera une solution. Voilà. Et c'est pareil pour la salive. La salive, c'est un autre sujet, c'est que je vais faire de la métabolomique. La métabolomique, c'est une nouvelle science. Vous savez, je vous parlais des sciences, c'est les fameuses sciences omiques, hein, génomique, protéomique, métabolomique, méthylomique. Bref, on regarde des tas de trucs. Ça s'appelle les omiques. C'est passionnant. Hein.
la protéomique, c'est en fait on regarde tout ce que le corps a produit comme molécules, dont pour certaines on ne connaît même pas l'existence encore. Et en fait, sur des grands échantillons, après l'IA nous aide beaucoup, on essaie de voir s'il y a des corrélations sur des gros volumes de données entre certaines substances qu'on identifie et, par exemple, le fait qu'ils refusent de parler de la mort. Je donne un exemple qui a priori ne se fera pas tout de suite, mais pour vous montrer le niveau de croisement de données, en fait. C'est ça l'intérêt d'une cohorte, pour nous les scientifiques, de comprendre et d'essayer de faire des liens qui ne sont pas spontanés. Et ça, c'est clairement de la puissance d'analyse de données qui nous le permet maintenant. Et ce n'était même pas possible encore il y a 5 ans. On va faire aussi tourner beaucoup de ce qu'on appelle la GenAI. Vous savez, c'est l'IA générative, qui est extrêmement intéressante en santé. En gros, c'est ça, il y a 3 ans même, on ne savait pas trop ce que c'était encore. Vous savez, la déferlante ChatGPT, vous savez, le truc, c'est un truc fantastique. Bon, bref, on en parlera à la pause. Parce que je suppose que j'ai déjà dépassé mon temps. Alors, je vais terminer. Juste que vous compreniez bien ce qui va vous arriver, parce que vous avez tous être participants, j'espère, volontaires, c'est ces fameux parcours de prévention. En gros, je vais rester juste là-dessus, mais il y aura une inclusion. Moi, je suis un acteur du service public et je tiens beaucoup à ce qu'on ait aussi, et on va commencer par là, parce qu'on a été financé 3,5 millions d'euros par l'Agence nationale de la recherche pour commencer par ce public-là, qui lui a commencé déjà en mars, c'est les plus éloignés, les plus précaires. D'abord. Ensuite, tout le monde. Les plus précaires, on s'est fixé un contingent de 5000. Parce que si vous ouvrez un programme comme ça, où derrière vous avez des tas de briques de prévention gratuites, du coup, en fait, vous attirez les volontaires qui n'ont pas forcément ceux qui en ont le plus besoin. Donc il faut regarder aussi les plus fragiles. Et leur réserver des places, parce que sinon, ils ne disent pas oui. Ils savent même pas, ils ne répondront pas. D'abord, la caractérisation. Donc vous avez vu les 10 dimensions. Gros questionnaire, un peu de prise de sang, machin, le cheveu, les trucs, on regarde tout. Ensuite, l'orientation. Une fois qu'on a tout fait, on vous dit, vous, il faudrait peut-être plutôt de l'activité physique, plutôt de la cognition, un petit peu de gestion des émotions, et puis voilà, d'accord ? Donc on construit des parcours de prévention qui sont composés en fonction de ce qu'on a constaté à la caractérisation. Et ce qu'on va faire aussi, dans l'étude, c'est on va comparer 2 choses qui n'ont jamais été comparées dans le monde. Je trouve ça très bizarre, parce que ma conviction, c'est que le deuxième, vous allez voir, est beaucoup plus efficace. C'est, en gros, au mieux maintenant, en France, quand vous avez l'accès à des choses de prévention, activité physique, bilan diététique, vous avez les choses les unes derrière les autres. Et en gros, pour peu que vous soyez vraiment tombé sur des bons professionnels de santé ou des bonnes assos, parce que c'est le sujet de tout le monde, est orienté vers la structure d'activité physique adaptée ou par votre complémentaire santé ou votre assureur aussi, qui font beaucoup sur ces sujets-là, d'ailleurs. Mais voilà, on vous donne éventuellement l'appli que l'assureur a validée, on ne sait pas toujours trop comment, parce qu'elle va bien, voilà, ou les structures territoriales. D'accord ? En fait, ce qui est probablement plus efficace, mais il faut qu'on le montre, c'est les approches combinées. En gros, si vous avez besoin d'APA, de diététique, nutrition et de gestion de vos émotions, c'est la même équipe qui fera les 3, avec les 3 types de professionnels en même temps. En gros, vous ferez votre séance d'activité physique adaptée, mais derrière, vous aurez l'atelier cuisine diététique. Et en même temps, il y aura la psychologue clinicienne bien formée, pas la psychanalyste, mais celle qui sait repérer les troubles émotionnels. Vous allez me dire que je suis très méchant avec les psychanalystes, en plus je les aime beaucoup. C'est juste que vous avez compris que ce n'est pas tout à fait ça qu'on attend d'un professionnel de santé. Et c'est très compliqué en France. C'est un sujet sensible. Mais voilà, vous voyez, un parcours synergique. Je terminerai là-dessus. Donc vous voyez, c'est un programme assez complet. Vous êtes inclus 12 semaines de prise en charge. On réévalue tout à 1 an. Et 1 an plus tard, vous pouvez recommencer un nouveau parcours de 12 semaines de prévention. Pourquoi on a choisi 12 semaines ? Parce que dans la littérature internationale, c'est la durée des actions de prévention qui est faisable et qui a montré une efficacité. Voilà. Donc encore une fois, vous aurez à la fois des ateliers. C'est très personnalisé comme parcours, du coup. Ça, on ne sait pas encore faire. Au mieux, on sait faire de l'orientation. On est au début de la structuration des parcours de prévention en France. Donc on sait faire plutôt de l'orientation. Là, c'est vraiment très intégratif. Voilà.
Et le principe de la recherche, c'est que ceux qui viennent, c'est parce qu'ils sont intéressés, qu'ils vont à la fois en avoir un bénéfice individuel pour eux, mais aussi qui servent la cause globale de la connaissance scientifique. Voilà, c'était ça le scoop, parce que ça commencera en septembre seulement. Donc vous êtes les premiers. Alors on s'est dit avec toute l'équipe qu'on commençait à diffuser, et puis comme Hervé m'a fait le plaisir d'accepter qu'on puisse en discuter un peu, parce que c'est aussi dans le cadre du sujet d'aujourd'hui assez contextualisant. Voilà. Maintenant, je suis ouvert à vos questions, sauf si vous voulez déjà faire votre prévention de la sarcopénie en renforçant votre part protéique du buffet surtout. Attention. Laissez tomber, pas trop de féculents, mais c'est important, un rapport, n'oubliez pas, entre les protéines, il faut augmenter après 70 ans, mais il faut maintenir le rapport G sur P à 2,5, donc 2,5 fois plus de glucides en nombre de calories amenées que de protéines pour que les protéines soient digestibles, ce qui veut dire que du coup, il faut manger plus. Passer 70 ans. Bien. C'est plus le temps du régime après 70 ans.